Le Burkina Faso a refusé une aide étrangère de 450 millions de dollars et sous la houlette d'Ibrahim Traoré, ce refus a pris valeur de manifeste. Plutôt que des fonds conditionnés, il revendique des semences locales, des circuits courts et un contrôle souverain des intrants agricoles, quitte à affronter l'isolement. Mais à quel prix pour la sécurité alimentaire, l'économie et la diplomatie burkinabé? Et Ibrahim Traoré peut-il vraiment en assumer les risques devant ses partenaires et son peuple? Le compte à rebours vient de commencer et il sera implacable. Le refus des 450 millions de dollars par Ibrahim Traoré a bouleversé les équilibres établis. Ce choix n'est pas seulement un geste de rupture, il redéfinit la hiérarchie des priorités nationales. Le dirigeant affirme qu'aucune aide conditionnée ne doit primer sur la dignité et l'autonomie du peuple. Derrière cette position, un enjeu clair: replacer la souveraineté alimentaire au cœur du projet politique burkinabé. Pour ses partisans, ce pari incarne la renaissance d'un État maître de ses ressources. Pour ses détracteurs, il menace de précipiter le pays vers l'isolement et la pénurie. Pourtant, la question essentielle demeure: un modèle fondé sur les semences locales et la mobilisation interne peut-il vraiment subvenir aux besoins d'une nation entière? Si Ibrahim Traoré réussit, il ouvrira la voie à un nouvel horizon pour le Sahel, un modèle d'autonomie enraciné dans la terre et la résilience. S'il échoue, ce refus deviendra le symbole d'une utopie coûteuse. La révélation a surgi d'un détail administratif, un accord de 126 pages entre Washington et Ouagadougou dont la troisième clause imposait l'importation de semences génétiquement modifiées et la dépendance à des fournisseurs américains. C'est en lisant ce passage qu'Ibrahim Traoré s'est arrêté net. Le refus des 450 millions n'était plus une question d'économie, mais de souveraineté. Derrière cette décision se cache une dynamique plus vaste: la volonté d'un État sahélien de rompre avec les mécanismes classiques de l'aide internationale. Depuis des décennies, l'agriculture burkinabé était calibrée sur des modèles extérieurs: subventions, engrais importés, marchés dictés. En refusant ces conditions, le gouvernement introduit une rupture symbolique. Se nourrir de ses propres semences devient un acte politique. Le choc diplomatique fut immédiat. Les États-Unis exprimèrent leur déception. L'Union européenne parla de recul stratégique. Pourtant, à l'intérieur du pays, la population se divisa. Une partie salua le courage d'un chef prêt à défendre son indépendance, une autre redouta les pénuries. Dans les villages, les paysans commencèrent à échanger des semences locales. Dans les villes, les débats sur la dépendance économique s'enflammèrent. Ce mini-réveil collectif illustre une transformation silencieuse. Le refus de l'aide n'est pas seulement un geste diplomatique, c'est une invitation à repenser la hiérarchie entre survie et liberté. À travers ce choix, Ibrahim Traoré s'est imposé comme un acteur central d'une Afrique qui revendique le droit de décider, même au prix de l'inconfort. Le Burkina Faso, jusque-là considéré comme vulnérable, devenait soudain un laboratoire d'indépendance. Les chiffres parlent. Dans les 3 premiers mois suivant la décision, le commerce d'engrais importés a chuté de 22%, tandis que les coopératives locales ont augmenté de 15%. Ce contraste révèle la portée réelle du geste. Un pays seul, qui choisit de se relever sans béquille. Dans les jours qui suivirent le refus de l'aide américaine, Ibrahim Traoré devint pour beaucoup plus qu'un chef d'État, un symbole d'émancipation. Sa posture, ferme mais calme, galvanisa les campagnes. Les images de paysans échangeant des semences locales ou de femmes créant de nouvelles coopératives circulaient dans tout le pays. Ce n'était plus une simple réforme agricole, mais un mouvement national. Pourtant, sur le terrain, les premiers mois furent difficiles. Les importations de fertilisants chutèrent brusquement, provoquant une baisse temporaire de la production. Le gouvernement dut improviser des solutions: recyclage d'engrais naturels, création de pépinières locales, partage d'outils. La promesse d'autonomie se mesurait désormais dans la sueur des champs. Au même moment, les chancelleries occidentales cherchaient à comprendre la logique de Traoré. Était-ce une stratégie calculée ou un acte de défi? Le président burkinabé répondit par une phrase simple: « Nous préférons la lenteur libre à la vitesse sous tutelle ». Cette formule résuma la philosophie du projet. Progresser moins vite, mais sur des bases choisies. Les effets concrets commencèrent à apparaître. 40 coopératives créées en 3 mois,
des récoltes locales légèrement supérieures aux prévisions et surtout une opinion publique rassemblée autour d'un objectif commun. La souveraineté n'était plus une idée abstraite, mais un effort collectif, visible dans chaque sillon tracé dans la terre. Le pays apprenait à marcher seul. Et dans cette marche hésitante, Ibrahim Traoré tenait le rôle du guide qui transforme le doute en direction. La vraie question restait, combien de temps ce souffle pourrait-il durer ? Tout a commencé par une lecture attentive, un soir d'août, dans le bureau présidentiel de Ouagadougou. Ibrahim Traoré, penché sur l'accord de 126 pages, découvre les clauses qui limitent le Burkina Faso à des géants semenciers américains pour 10 ans. Cette dépendance programmée lui paraît insoutenable. En quelques heures, il réunit ses ministres, ordonne la suspension des négociations et convoque un discours à la nation. Le déclencheur était là. La séquence suivante prit la forme d'un tremblement diplomatique. Les chancelleries occidentales s'agitèrent. Les experts parlèrent de suicide économique. Pourtant, dans les rues de Ouagadougou, des centaines de jeunes tendirent des pancartes « Nous nourrissons ce que nous sommes ». L'élan populaire surprit le gouvernement lui-même. Ibrahim Traoré décida d'accompagner ce mouvement en lançant le programme national de semences locales, financé exclusivement par des fonds nationaux. À partir de ce moment, tout s'enchaîna. Création de 12 pépinières régionales, ouverture de centres de formation agricole et mise en place de coopératives mixtes réunissant plus de 40 000 paysans. Chaque région devait devenir autonome sur les semences et la distribution. Cette phase perçue. Pour commencer, comme symbolique, se transforma en une véritable réorganisation du monde rural. La montée vers le sommet fut rude. Les partenaires étrangers réduisirent qu'à certaines aides logistiques, les importations d'engrais chutèrent de 25%. Pour compenser, le gouvernement favorisa la fabrication locale de compost et l'utilisation de cultures de couverture contre la sécheresse. Au bout de 6 mois, les premières récoltes pilotes révélèrent une hausse moyenne de 12% de la production de mil et de sorgho. C'était peu, mais suffisant pour crédibiliser le pari. Par la suite, vint la phase des répercussions. Les critiques internationales, la pression médiatique et la tentation du repli. Mais au lieu de fléchir, Ibrahim Traoré réitéra son message. La souveraineté n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Cette phrase, reprise par les radios locales, devint un mantra national. Dans les villages, les paysans organisaient des foires d'échange de semences. Les femmes s'imposaient comme actrices centrales du renouveau agricole, gérant la logistique et les ventes. Les jeunes, eux, redécouvraient la valeur du travail de la terre. Le mouvement prenait racine dans les consciences autant que dans les champs. À la fin de la première année, malgré les tensions diplomatiques persistantes, le Burkina Faso avait réussi à réduire de 18% sa dépendance alimentaire externe. Ce chiffre, modeste sur le papier, incarnait un changement profond. Pour la première fois depuis des décennies, le pays se nourrissait partiellement de sa propre production. La montée, le sommet et les répercussions s'étaient succédés comme dans une symphonie tendue, déclencheur, apogée, retombée. Et au centre, un homme obstiné, Ibrahim Traoré, convaincu que chaque graine plantée sans condition étrangère valait mieux qu'un chèque assorti de promesses. La politique d'autonomie agricole voulue par Ibrahim Traoré n'est pas restée au stade du discours. Ses premiers effets mesurables sont apparus quelques mois après le lancement du programme national de semences locales. Les chiffres, bien que modestes, traduisent une tendance solide. La production céréalière nationale a augmenté de 12% dans les zones pilotes, tandis que la dépendance aux importations alimentaires a reculé de 18%. Ces deux indicateurs forment le socle du nouveau récit burkinabé. Moins d'aide, plus de résultats. Derrière ces progrès se cache un effort colossal. 12 pépinières régionales ont été créées, chacune capable de fournir des semences adaptées au climat sahélien. En parallèle, le gouvernement a investi dans 200 000 hectares de terres réhabilitées grâce à l'agriculture de conservation. Ces surfaces, suivies par des ingénieurs agronomes locaux, servent de laboratoire vivant à la politique de souveraineté alimentaire. Le second indicateur clé concerne l'emploi. Plus de 40 000 nouveaux agriculteurs, dont une majorité de femmes, ont intégré les coopératives créées depuis la réforme. Ce chiffre illustre la portée sociale du projet. Au-delà de la production,
Il s'agit de restaurer une dignité collective. Les coopératives fonctionnent comme des écosystèmes solidaires. Échange de semences, microcrédits internes, formation aux techniques de culture résiliente. Ces résultats n'ont pas été obtenus sans difficulté. Le retrait partiel des partenaires occidentaux a réduit l'accès à certains intrants chimiques et à des infrastructures logistiques. Mais cette contrainte s'est transformée en opportunité. Des ateliers communautaires ont émergé pour fabriquer localement du matériel agricole et recycler les engrais naturels. L'autonomie se construit ainsi, pas à pas, sur la base de solutions endogènes. Les économistes nationaux estiment que, si cette trajectoire se poursuit, le Burkina Faso pourrait atteindre 65% d'autosuffisance alimentaire d'ici 5 ans. Ce chiffre n'est pas une promesse politique, mais une projection prudente fondée sur les gains actuels de productivité. Ibrahim Traoré, conscient des limites, rappelle que l'indépendance n'a de sens que si elle nourrit. L'expérience burkinabé attire désormais l'attention d'autres pays sahéliens, du Mali au Niger. Les missions d'observation se multiplient pour comprendre comment un État parmi les plus pauvres du monde a pu initier une telle inflexion économique sans capitaux étrangers. Les statistiques, souvent arides, deviennent ici des symboles. Un plus 12% de rendement n'est plus une simple donnée, mais une preuve de résilience nationale. À travers ces chiffres, une équation se dessine: autonomie et capacité à produire, partager et résister. Loin des promesses d'aide massive, Ibrahim Traoré a choisi la voie plus lente mais durable, celle où chaque pourcentage gagné traduit une conquête de liberté. Depuis le refus de l'aide américaine, 2 visions s'affrontent sur l'avenir du Burkina Faso. La première, soutenue par de nombreux économistes étrangers, affirme que Ibrahim Traoré a condamné son pays à une stagnation prolongée. Selon eux, priver l'agriculture nationale de capitaux, de technologies modernes et de semences améliorées revient à renoncer à la compétitivité mondiale. L'autonomie agricole, dans cette logique, n'est qu'un mythe romantique incapable de nourrir 18 millions d'habitants. La seconde thèse, défendue par des intellectuels africains et par une partie du corps scientifique burkinabé, voit dans cette rupture un acte de refondation. Pour eux, l'aide internationale est souvent une dépendance déguisée. Elle entretient un modèle de fragilité structurelle. En reprenant la main sur la production, le pays restaure son pouvoir de décision et recrée des circuits économiques internes. Le pari d'Ibrahim Traoré, bien que risqué, est donc celui de la maturité politique. Les 2 camps s'accordent pourtant sur un point. La période de transition sera longue et périlleuse. La viabilité du modèle dépendra de sa capacité à maintenir la productivité tout en restant autosuffisant. Les partisans de Traoré avancent un argument empirique. Le rendement moyen des cultures locales a progressé de 12%, malgré l'absence de financement extérieur. Les opposants, eux, rappellent que la croissance démographique du pays dépasse 3% par an, ce qui risque d'annuler rapidement les gains agricoles. Entre dépendance assumée et autonomie fragile, le débat ne se réduit pas à une question technique. Il pose une autre interrogation morale. Vaut-il mieux une prospérité sous conditions ou une liberté menacée par la faim ? Face à cette équation, Ibrahim Traoré reste inflexible. Nous préférons avancer seuls que courir attachés. Cette phrase, simple et rugueuse, cristallise le dilemme d'un continent entier. Tout bascule en une phrase, l'indépendance ne se négocie pas. Cette déclaration d'Ibrahim Traoré, prononcée lors d'un discours au Parlement, marque un tournant dans la perception du projet. Ce n'est plus seulement une politique agricole, mais une révolution tranquille qui redéfinit la relation entre un État africain et ses anciens partenaires. Le pays, autrefois dépendant des circuits d'aide, s'affirme désormais comme un laboratoire d'autonomie. Dans les rues de Ouagadougou, les affiches vantant les semences locales côtoient les slogans patriotiques. Les coopératives, bien qu'imparfaites, prouvent qu'un modèle alternatif peut fonctionner, mais cette réussite relative cache une tension croissante. La communauté internationale observe, hésitant entre admiration et inquiétude. Pour les institutions financières, le Burkina Faso expérimente une voie incertaine. Pour les jeunes du Sahel, il incarne la promesse d'une Afrique maîtresse de ses choix. Au cœur de cette équation fragile, Ibrahim Traoré se dresse comme un point d'équilibre entre le réalisme et la foi. Le milieu du parcours n'annonce ni victoire ni échec, seulement la continuité d'un pari que tout le monde pensait perdu d'avance.
3 ans après la décision de refuser l'aide américaine, les effets se sont propagés dans tous les secteurs du Burkina Faso. Pour commencer, sur le plan économique, le pays a vu ses importations alimentaires baisser de 18%, tandis que la production locale de mil et de sorgho augmentait de 12%. Ces chiffres modestes cachent une transformation profonde. Les paysans gagnent en autonomie, les coopératives génèrent des revenus stables et les marchés régionaux s'animent à nouveau. L'économie rurale, jadis dépendante, devient le socle d'une souveraineté retrouvée. Sur le plan social, le changement est encore plus visible. Plus de 40 000 nouveaux agriculteurs, majoritairement des jeunes et des femmes, participent désormais à la production nationale. Les coopératives rurales sont devenues des espaces d'émancipation. Les femmes y gèrent les fonds communs, les jeunes y apprennent des techniques durables et les communautés se réorganisent autour du travail de la terre. Le rejet de l'aide étrangère a ainsi ravivé un sentiment de fierté collective. Dans les écoles, les enseignants parlent de souveraineté alimentaire comme d'un devoir civique. Les effets diplomatiques, en revanche, se sont révélés plus complexes. Les institutions financières internationales ont réduit leurs programmes de coopération, tandis que certains États africains, notamment le Mali et le Niger, ont publiquement soutenu la position d'Ibrahim Traoré. Ce dernier, loin de s'isoler, a choisi d'étendre le modèle à l'échelle régionale. Des accords bilatéraux ont été signés pour échanger semences et savoir-faire, consolidant ainsi un axe sahélien de résistance économique. Enfin, sur le plan culturel, le pays a retrouvé une cohérence identitaire. Dans les rues de Ouagadougou, des fresques murales représentent des femmes brandissant des paniers de mil avec le slogan « Nous nourrissons ce que nous sommes ». Ce mot d'ordre, repris par la jeunesse, exprime la reconquête de la dignité nationale. La culture, la musique et même la littérature s'emparent du thème de la souveraineté alimentaire, le transformant en symbole de renaissance africaine. Les effets conjugués de ces mutations dessinent un tableau paradoxal. Malgré les difficultés, le Burkina Faso semble plus uni, plus conscient de sa valeur. Ibrahim Traoré, en refusant un chèque colossal, a déclenché une révolution silencieuse qui dépasse les frontières de son pays. Les observateurs étrangers commencent à reconnaître qu'au-delà des chiffres, le pays a regagné quelque chose d'inestimable, la confiance en lui-même. Le pari de la souveraineté a porté ses premiers fruits et désormais, personne ne peut prétendre que rien n'a changé. Alors que le Burkina Faso consolide son modèle de souveraineté, 3 trajectoires possibles se dessinent. Le scénario de base prévoit une croissance lente mais stable, maintien du rythme actuel, investissement progressif dans les semences locales et amélioration des infrastructures rurales. La production pourrait couvrir 65% des besoins alimentaires nationaux d'ici 1 an, stabilisant les prix et réduisant la dépendance extérieure. Ce modèle, prudent mais viable, ferait d'Ibrahim Traoré le symbole d'une résilience patiente. Le scénario optimiste imagine un effet d'entraînement régional. Le Mali, le Niger et peut-être le Tchad adopteraient à leur tour le principe d'autonomie agricole. Une coalition sahélienne naîtrait, partageant semences, données agronomiques et formations. L'Afrique de l'Ouest disposerait alors d'un marché agricole interne solide, porté par la jeunesse et la coopération interétatique. Dans ce cas, la croissance du Burkina Faso pourrait dépasser 4%, et la souveraineté alimentaire deviendrait un pilier continental. Mais le scénario pessimiste demeure plausible. Si les sécheresses se multiplient, si les réserves financières s'épuisent, ou si la pression diplomatique s'intensifie, le pays pourrait connaître des pénuries et une inflation alimentaire accrue. Les tensions sociales, combinées à l'isolement économique, fragiliseraient les acquis. La souveraineté risquerait alors de se transformer en isolement stratégique. Entre ces 3 voies, Ibrahim Traoré avance avec lucidité. Il sait que la réussite ne dépend pas seulement des récoltes, mais de la persévérance collective. Son discours récent résumait cette philosophie. L'avenir se cultive comme la terre, lentement, mais avec constance. La réflexion s'étend désormais au-delà du Burkina Faso. Ce choix radical interroge. Les nations africaines peuvent-elles s'émanciper durablement sans aide extérieure, ou la dépendance est-elle une fatalité contemporaine ? Ces scénarios ne sont pas des prophéties, mais des boussoles. Ils tracent les contours d'un futur incertain, où la dignité, la faim et la liberté s'affrontent chaque jour dans les champs du Sahel.
Au-delà des chiffres et des débats géopolitiques, la politique d'Ibrahim Traoré touche désormais les consciences. Dans les marchés de Ouagadougou, les conversations ne portent plus sur l'aide étrangère, mais sur la qualité des récoltes locales. Dans les écoles, les enseignants parlent d'autonomie comme d'une valeur citoyenne. Et dans les villages, les femmes, longtemps exclues des décisions agricoles, dirigent désormais des coopératives florissantes. Ce changement d'attitude n'est pas anodin. Il traduit une appropriation populaire d'un projet d'État. Pour de nombreux Burkinabés, la souveraineté alimentaire n'est plus une abstraction politique, mais une expérience vécue. Planter, récolter, nourrir sans attendre une subvention. Ce sentiment d'efficacité collective redonne confiance à une génération qui, hier encore, rêvait d'exil. Les jeunes y voient un horizon tangible. Certains lancent de petites entreprises de transformation agroalimentaire, d'autres forment des groupes d'entraide pour moderniser les pratiques rurales. La souveraineté devient une source d'inspiration créative, presque culturelle. Ibrahim Traoré y est perçu non plus comme un dirigeant distant, mais comme un catalyseur d'espoir. Pour le citoyen ordinaire, cette politique incarne une équation simple. Chaque graine plantée localement est une victoire sur la dépendance. Et dans un pays marqué par l'incertitude, cette idée que la liberté. Par la suite, se cultiver agit comme un antidote au découragement. La transformation sociale du Burkina Faso ne se lit plus seulement dans les statistiques. Elle se voit dans les visages, dans les chants, dans la fierté d'un peuple qui redécouvre le goût du possible. Pour que le modèle de souveraineté survive à l'enthousiasme initial, Ibrahim Traoré a défini une feuille de route claire, articulée autour de 5 étapes interdépendantes. Pour commencer, consolider la base semencière nationale. Des banques de semences locales sont créées dans chaque région, assurant la préservation et la reproduction des variétés adaptées au climat sahélien. Par la suite, former avant de financer. Le gouvernement privilégie la formation des agriculteurs aux méthodes durables avant toute injection de capitaux, afin de garantir l'usage rationnel des ressources. Par la suite, mutualiser les outils. Des ateliers communautaires réparent et produisent du matériel agricole localement, réduisant la dépendance aux importations. Par la suite, décentraliser la production. Chaque province doit atteindre un minimum de 70% d'autosuffisance alimentaire d'ici 2 ans, sous supervision d'équipes locales mixtes. Enfin, redistribuer la valeur. Les bénéfices issus des coopératives sont réinvestis dans les infrastructures rurales, irrigation, routes, entrepôts. Cette stratégie repose sur une conviction. La souveraineté ne se décrète pas, elle s'organise. Les ministères travaillent de concert avec les universités et les agronomes pour adapter le plan aux réalités de chaque zone. Les indicateurs sont précis. Surface réhabilitée, rendement par hectare, participation des femmes. Dans ce système, Ibrahim Traoré n'apparaît plus seulement comme le décideur, mais comme l'architecte d'un mouvement collectif. La feuille de route trace un horizon pragmatique où chaque pas vers l'autonomie est mesuré, suivi, consolidé. Ce n'est pas un rêve idéologique, c'est une mécanique de survie devenue projet national. Le soir tombe sur Ouagadougou et les champs, baignés d'une lumière dorée, racontent l'histoire d'un peuple qui a choisi de se relever seul. Dans ces sillons silencieux, on perçoit la trace d'un pari immense, celui d'Ibrahim Traoré, qui a préféré le risque à la soumission. Le pays, encore fragile, récolte désormais les premiers fruits d'une conviction profonde. La liberté se cultive autant que le mil. Les visages burkinabés reflètent à la fois la fatigue et la fierté. Chaque graine plantée devient un acte de résistance, chaque récolte une victoire discrète sur la dépendance. Dans les villages, on se souvient de la phrase du président « Nous nourrissons ce que nous sommes ». Elle résonne comme un rappel que l'identité nationale se construit dans la persévérance, pas dans l'assistance. Ce retour aux racines, loin d'être nostalgique, ouvre la voie à une modernité enracinée. Ibrahim Traoré, en refusant l'aide étrangère, n'a pas seulement changé la politique agricole, il a redonné sens à la dignité. Et au milieu du Sahel, un pays tout entier a retrouvé le courage de croire que la liberté vaut plus qu'un chèque. L'histoire du Burkina Faso ne s'achève pas avec un refus, mais avec une promesse, celle d'une nation qui choisit d'écrire son destin à la sueur de sa terre. Aujourd'hui, chaque citoyen burkinabé devient gardien d'une idée, produire, partager,
transmettre. Ce projet n'appartient plus à Ibrahim Traoré seul. Il appartient à tous ceux qui croient qu'un pays peut se tenir debout sans mendier. La souveraineté alimentaire n'est plus un rêve isolé, c'est un engagement collectif. Dans chaque champ cultivé, dans chaque école où l'on enseigne l'autonomie, dans chaque marché où l'on échange des semences, vit une part de cette révolution silencieuse. Le monde observe, hésitant entre doute et admiration. Mais la question demeure ouverte. Que ferions-nous, nous aussi, pour ne pas dépendre? Et si l'avenir de l'Afrique se jouait dans la capacité de ces peuples à semer eux-mêmes leur liberté, le Burkina Faso a déjà commencé. À chacun maintenant de répondre.